Alors, on est sur Rome, je suis en compagnie de Fabien Dumont. Fabien, tu es en charge de l'Holographic Academy pour Airbus Defence and Space. Est-ce que tu peux nous partager et présenter ce qu'est cette entité? Oui, bonjour Sylvain. Donc en effet, l'Holographic Academy, c'est une structure qu'on a créée il y a à peu près 2 ans, qui est commune aux 3 divisions d'Airbus, Commercial Aircraft, Defence and Space et hélicoptères, et qui a pour but de promouvoir et développer l'utilisation de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans l'ensemble du groupe. Alors, avec des mixtes, hein, on dit aussi, tu me disais en préparation. Presque 60 personnes investissent sur ce sujet, c'est quand même assez important pour vous? Oui, alors c'est très important. Airbus fait déjà de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle depuis plus de 30 ans. Là, on a pris un virage qui est de s'adapter aux technologies du grand public, puisqu'il y a 30 ans, on fabriquait nos propres technologies, ce qui était très consommateur en temps, en énergie et en argent. Et là, aujourd'hui, elles sont accessibles grâce voilà, à maintenant, il suffit d'acheter des casques chez HTC ou chez Oculus ou des HoloLens ou des Vuzix. Et on a du matériel déjà prêt à l'emploi et on n'a plus qu'à se concentrer sur le cas d'utilisation. Alors sur ces fameux cas, il y a quand même un enjeu très opérationnel, très business, hein, notamment lié à la maquette numérique qui n'est pas nouveau chez vous, mais c'est comment, de ce que j'ai compris, de vraiment déployer sur toutes les étapes de production d'un avion et de maintenance cette assistance aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler il y a très longtemps sur la maquette numérique avec des outils comme Katia, sauf que jusqu'à présent, cette maquette s'est arrêtée aux portes de l'usine. Ouais, quand on arrivait en usine, on avait les informations sur papier. Et là, le but, c'est d'avoir une continuité numérique de l'information tout au long de la vie de l'avion, pendant la production, pendant la maintenance, pendant le training des clients et des équipes. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, il y a d'autres domaines d'application de cette assistance réalité augmentée aujourd'hui? Alors oui, nous on travaille sur plusieurs domaines, c'est-à-dire qu'on a déjà recensé plusieurs centaines de cas d'utilisation dans le groupe et qui vont donc forcément de tout ce qu'on appelle opération, tout ce qui est fabrication des avions, mais aussi pour le marketing, pour les RH, comment mieux former nos salariés ou nos employés. Et également tout ce qui va être remote expertise et assistance à distance. Alors, c'est quoi les freins de déploiement de ces technologies aujourd'hui? Ils peuvent être un peu technologiques, mais comme tu le soulignais, la techno arrivera à un moment donné, il n'y a pas trop d'inquiétude sur cette thématique-là. Mais il y a d'autres freins aujourd'hui au déploiement? Alors en effet, il n'y a pas trop de freins technologiques. Enfin, les devices actuels ont certaines limites que les constructeurs travaillent à éliminer. Et pour l'instant, nous, on travaille principalement sur des freins en effet qui sont plutôt humains, c'est-à-dire l'acceptance du matériel. Est-ce que le CHSCT, les différentes organisations, les syndicats vont accepter que les gens travaillent avec ça? Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'utilisateur? Les problèmes de sécurité, inclure ces devices dans du réseau sécurisé de nos entreprises. Ça, c'est des points sur lesquels on travaille activement avec en espoir de pouvoir faire des premiers déploiements d'ici la fin de l'année. Alors, il n'y a pas de frein techno, mais il y a quand même, quand la donnée d'un avion, c'est quand même beaucoup de données. Pour restituer une information dans une lunette aujourd'hui, ça va être quand même quelques enjeux technologiques quand même. Alors, c'est pas forcément, comme encore une fois, c'est plus humain que technologique, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des ergonomes et ce qu'on appelle maintenant plus communément des UX designers pour définir une expérience utilisateur dans l'utilisation de nos produits qui permettent de limiter l'information qu'on va apporter à l'utilisateur. Et en fait, la réalité augmentée va nous permettre d'apporter la bonne information au bon moment et au bon endroit. Donc, ce qui fait qu'on évite d'avoir une surcharge d'informations. Alors, on peut tout embarquer, mais par contre, on va l'afficher que quand on en a besoin. Et ce qui permet en fait d'être beaucoup plus efficace. Tu as un rôle d'observateur assez privilégié sur ces thématiques-là à l'échelle mondiale. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui on voit on discutait quand même les niveaux d'investissement sur ces thématiques-là ne sont pas neutres. Donc les Européens, les Français ne sont pas nécessairement les champions du monde justement sur ces thématiques de l'image. Oui, malheureusement, on a les GAFAM qui investissent chacune d'entre elles entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars par an sur ces technologies-là. Donc, qui fait que malheureusement on a beaucoup d'activités en France. Nous on est en contact avec beaucoup de startups, mais qui manquent de moyens et d'investissements pour pouvoir faire une compétition vraiment avec les Américains. Bon, sinon, il y a quand même assez à la pointe sur pas mal de sujets, donc des sujets que vous éprouvez aujourd'hui. Donc c'est vrai que le vrai apport technologique que vous avez, il est quand même difficile à trouver au niveau du territoire. Oui, c'est un peu une problématique. On est plutôt en recherche de compétences, donc d'où les partenariats qu'on fait notamment avec Métis,
pour nous apporter des compétences, parce que les gens qui sont bons dans ces domaines-là sont assez rares. Ouais. Donc on essaie de recruter en interne, et quand on ne peut pas, on est en train de chercher des partenaires industriels qui sont capables de nous supporter. Mais après, tout ce qui est en termes de produits déjà faits, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu en avance sur ce qu'on peut trouver autour de chez nous. Cette rubrique, elle s'appelle Coup de boost. Il y avait aussi un retour d'expérience que tu voulais partager. C'est cette logique, quand on a plusieurs centaines de projets à rationaliser, d'essayer de mettre en place quelques méthodes aussi pour faire ça qui sont intéressantes. On a utilisé quelque chose, comme je disais, qui n'est pas spécialement nouveau. Il y a beaucoup de gens à qui ça va parler. Donc on fait du rapid prototyping. Ouais. Ou prototypage rapide. C'est plus facile en anglais. C'est plus facile à dire en anglais. Prototypage rapide, qui consiste à ne pas tenir compte de toutes les contraintes qu'on peut avoir dans le groupe Airbus, pour travailler directement sur le cas d'usage et valider très rapidement, donc sur des prototypes qui vont durer entre 3 et 8 semaines, la valeur ajoutée du cas d'utilisation. Et à partir du moment où on a validé ça, la partie business line ou programme line ou opération, enfin ça dépend vraiment de notre client interne, peut décider de faire un investissement ou pas. Et c'est vraiment une méthode qui nous permet de valider un nombre impressionnant de use cases et de savoir à chaque moment, est-ce que c'est un problème lié à la technologie qui n'est pas encore assez mature? Est-ce que c'est un problème lié au use case lui-même? Et vraiment de prendre une bonne décision sur cet élément. Alors, est-ce qu'on a une chance de voir le résultat de ces technologies dans l'avion qu'on prendra tous les jours? Alors, dans les avions, alors ça c'est peut-être un peu plus lointain. Ouais. Par contre, dans la fabrication des avions, je pense que ça arrivera dans les prochains mois. Très bien. Merci Fabien, merci pour cet échange. Merci. Ravi d'avoir fait connaissance et puis on va suivre l'activité de cette académie de près. Merci. Merci.